Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché spécial crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, on va commencer par le Bitcoin et l'Ethereum qui ont des configurations techniques plutôt intéressantes. Alors on va commencer tout de suite, avant toute chose, par l'avertissement égal sur risque que je vous invite à prendre connaissance, bien évidemment. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Voilà, alors sans plus attendre, on va commencer par l'analyse technique. Alors pourquoi elles sont intéressantes ces Bitcoin et Ethereum? Parce que tout simplement ils testent, ils ont une oblique baissière commune qui viennent chercher tout leur plus haut. Alors pour le Bitcoin c'est depuis la mi-décembre, pour l'Ethereum on va le voir après c'est depuis début janvier. Mais voilà, il y a une oblique où le cours a testé, que ce soit pour le Bitcoin ou l'Ethereum, pour la troisième fois la semaine dernière. Et on peut voir que le Bitcoin trouve un niveau de support sur cette moyenne mobile à 20 jours qui est dorénavant à plate, vous pouvez voir. Et donc on pourrait avoir un nouveau test cette semaine. Alors, quels sont les risques, quelles sont les possibilités? Alors, déjà, il faut savoir que techniquement, tant que le cours reste dans ce canal baissier, eh bien, il y a plutôt un risque correctif. Disons que la probabilité de baisse sous cette oblique est plus importante. Voilà, donc tant que le cours reste dans ce canal, il faut plus trader l'intérieur de celui-ci plutôt qu'anticiper, vous voyez, plutôt qu'acheter pour viser les 15 000. En tout cas, tant qu'on n'a pas de cassure de cette oblique, c'est techniquement plus risqué d'acheter pour viser des nouveaux records plutôt que de shorter à découvert pour viser des objectifs comme la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, donc j'ai envie de dire que là, on a une stabilisation a priori du Bitcoin. S'il y a un nouveau test, il y a un risque qui est plutôt correctif jusqu'à 7750 qui est tout simplement la moyenne mobile à 200 jours. À noter toutefois que si le cours revient à cette moyenne mobile et qu'il rebondit dessus, comme il l'a fait, vous voyez, en début du mois, on aura peut-être un changement de tendance. En tout cas, on aura des premiers signaux parce que le cours fera des points bas de plus en plus haut. Vous voyez que ces points bas, il est fait à 7180. Celui du début février a été fait en dessous de 7000, donc on aura des points bas de plus en plus haut, il manquera plus des plus hauts de plus en plus haut pour qu'on ait un retournement de tendance. Voilà, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pas se focaliser que sur Bitcoin, mais également sur Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus importante en termes de capitalisation boursière, et qui est plus proche de cette oblique. Donc vous pouvez voir que la configuration technique est la même. On a eu un troisième test de cette oblique la semaine dernière, sous lequel le cours a échoué, mais vous voyez qu'il s'approche, qu'il est beaucoup plus près de cette oblique que le Bitcoin. Donc si par exemple on a un dépassement sur l'Ethereum d'ici les prochaines séances, si on a un dépassement de cette oblique baissière, ça serait un premier signal haussier. Imaginons demain le cours de Ethereum clôture en dehors, au-dessus de cette oblique. Eh bien le Bitcoin, les stratégies short du Bitcoin seraient probablement pas adaptées. Elles ne seraient probablement pas adaptées parce que l'Ethereum aura émis un signal haussier. Voilà, donc faut pas, enfin, ce que je conseille, c'est de pas focaliser son analyse technique du Bitcoin uniquement sur le Bitcoin, mais sur l'ensemble du marché globalement. Alors, c'est sûr que ce n'est pas Stellar qui va influencer le cours du Bitcoin, par exemple, même si je n'ai rien contre, c'est pas, il y a rien de personnel, mais l'Ethereum c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie, donc forcément elle a un poids beaucoup plus important sur le marché que le Stellar ou une autre comme Neo ou peu importe. Voilà. Donc l'Ethereum, disons que c'est la crypto-monnaie à surveiller actuellement, même si le Bitcoin c'est très important également, mais l'Ethereum pourrait émettre un signal euh, précoce vis-à-vis du Bitcoin. Voilà, donc en cas de dépassement de cette oblique de l'Ethereum, le premier objectif sera 1000 $, qui est une forte zone de résistance, et non seulement c'est psychologique, mais c'est également le plus haut de cette oscillation à l'intérieur de ce canal, vous voyez. Donc c'est le plus haut. C'est également la moyenne mobile à 50 jours. Donc voilà, très forte zone de résistance à 1000 $. Dans le cas où on a un dépassement de 1000 $, ce qui serait une excellente chose pour le marché des cryptos, mais sachez que c'est quand même une très forte zone de résistance. Eh bien la prochaine serait à 1220 puis 1420. Voilà. Et dans le cas où on a un échec, parce que ça peut arriver, si l'Ethereum échoue à nouveau à dépasser cette oblique, l'objectif sera baissé jusqu'à 750 $, qui est son premier niveau de support. Voilà. Voilà donc pour l'Ethereum. Pour le Bitcoin, on va passer
sur le Bitcoin Cash. Alors si vous avez des crypto-monnaies sur lesquelles je fasse une analyse technique, n'hésitez pas à me les envoyer via la boîte de questions qui est disponible dans votre fenêtre GoToWebinar. Et d'ailleurs, si vous avez une analyse contradictoire à la mienne, n'hésitez pas à la partager. Tout partage est bénéfique pour tout le monde. Alors, le Bitcoin Cash qui baisse, qui recule, l'avancée du Lightning Networks est une menace pour le Bitcoin Cash, d'autant plus que on a eu des propos de la part de Microsoft qui disaient que la hausse des blocs, enfin la taille des blocs, plus la taille des blocs est importante et plus la sécurité est affaiblie. Voilà. En gros, alors c'est pas mot pour mot ce que Microsoft a dit, mais c'est en clair, c'est le message qu'a voulu porter Microsoft. Donc Bitcoin Cash qui a une taille de bloc de 8 mégaoctets comparé à Bitcoin où c'est 1, et bien forcément Bitcoin Cash après à coup il est en baisse de 20% sur une semaine. Donc c'est parmi le top 10, c'est la crypto-monnaie avec Stellar qui est la plus en baisse. Et donc le support est à 1000. Est-ce qu'il faut acheter à 1000 $? Bon, à court terme pourquoi pas. Maintenant il faut savoir que Lightning Networks pourrait être une menace pour tous les forks du Bitcoin, que ce soit le Bitcoin Cash, surtout le Bitcoin Cash, mais sur l'ensemble des Bitcoins qui se voulaient plutôt révolutionnaires pour améliorer la fluidité de la blockchain. Certes, ça répond à une demande, mais si demain on a Lightning Network qui fonctionne, je dis bien, et qui est mise en place à toute la blockchain, eh bien ces forks ne perderaient de l'importance. Voilà. À part Bitcoin Gold où c'est plus important parce que c'est également un fork pour résoudre le problème de centralisation, eh bien Bitcoin Cash serait le premier à être affecté par la mise en place de Lightning Networks. Mais Lightning Networks ne devrait pas être mise en place avant au moins un bon semestre. Donc voilà. Disons qu'il y a globalement le temps, c'est pour ça que les 1000 $ pourraient encore être attractifs pour vider les 1500. Angélique, alors bonjour à vous Angélique, pouvez-vous présenter également le XRP? Alors bien évidemment, je vais voir le XRP. François, est-ce que je prévois une relance à hausse des crypto-monnaies courant mars et durable? Alors, moi je pense que le prochain gros catalyseur pour les crypto-monnaies, ça va être déjà le G20. Le G20 qui se déroulera en Argentine à partir de mars. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura l'étude des crypto-monnaies, mais vous savez qu'il y a plusieurs dirigeants, dont la France, qui ont demandé une régulation mondiale via le G20. Donc voilà, il y a des groupes d'études qui devraient être mis en place et qui devraient travailler, tabler sur une régulation, mais on peut voir déjà qu'individuellement les pays comme les États-Unis, on a vu l'Arizona, vous l'avez sans doute entendu, mais l'Arizona qui autorise le paiement d'impôts via des crypto-monnaies. Donc vous pouvez payer des impôts via les crypto-monnaies, ça y est, ça a été voté. On a également le président de la CFTC et me semble-t-il de la SEC aux États-Unis qui invite à mettre en place une régulation. Et en plus de cela, on a un groupe bipartisan, c'est-à-dire des démocrates et des républicains qui souhaitent également une régularisation des crypto-monnaies. Voilà, donc, et en Corée du Sud, alors qu'il y a un mois, là, voilà, c'était assez tendu en Corée du Sud, on avait l'interdiction du trading, eh bien on a des officiels qui m'ont indiqué que, eh bien, que la Corée du Sud accepterait si les transactions sont faites de façon normale. Alors, tout reste à décrire ce que veut dire normal, mais c'est clairement un changement de ton. Donc on peut voir que voilà, le Bitcoin n'est plus vraiment, alors que ceux qui anticipaient vraiment que les bitcoins n'allaient jamais être régulés. Alors, ils sont pas encore régulés, mais en tout cas, on peut voir que le ton depuis ces dernières semaines est un peu plus souple et plutôt prometteur pour le marché des cryptos. Alors, si on a une régulation mondiale, ce serait potentiellement une bonne chose pour les crypto-monnaies parce que ça démocratiserait les cryptos, ça permettrait d'augmenter la demande. Maintenant, il faut aussi que l'offre suive. Et pour moi, la technologie, eh bien, c'est un petit peu compliqué au niveau de la scalabilité, comme vous le savez. Donc, la technologie, je dirais, n'est pas adaptée pour le grand public. En tout cas, pour une échelle planétaire. Voilà, donc il y a encore des gros progrès technologiques à faire, que ce soit sur l'Ethereum ou peu importe, il y a des gros progrès à faire. Et donc voilà, du côté de l'offre et du côté de la demande, je pense que déjà du côté de la demande, une régulation mondiale de la part du G20 serait un déclic.
Mais au niveau de l'offre, la technologie, si demain on a Lightning Network qui fonctionne, je dis bien qui fonctionne, et qui est adopté par le réseau Bitcoin, eh bien ça pourrait être également catalyseur. Donc on a ces deux catalyseurs qui sont sont les plus importants pour cette année. Maintenant, il y en a d'autres qui peuvent arriver. Hein. Il y en a d'autres. Par exemple, si l'Union européenne, si la BCE, alors pas la BCE, mais si l'Union européenne, par exemple, établit une comment dire, une régularisation, eh bien, ça pourrait être une chose. En tout cas, il semblerait que les pays individuellement n'attendent pas une régulation mondiale pour mettre en place des cadres législatifs, des cadres réglementaires. Voilà. Donc voilà, on a toute cette partie régularisation qui, selon moi, est un gros catalyseur, et d'un autre côté, on a cette technologie qui doit être améliorée pour que, eh bien, on ait une hausse de l'utilisation. Donc voilà, pour moi, mars, je ne sais pas si mars, mi-mars, on va avoir un déclic, mais ce que je surveille toutes les semaines, c'est un petit peu du côté de la régulation et un petit peu du côté de la technologie, Lightning Networks. D'ailleurs, Ethereum, voilà, qui va un petit peu résoudre ce problème en passant, en enlevant le proof of stake. En passant en proof of stake au lieu de proof of work, alors ça devient un peu plus technique, mais en clair, elle va fluidifier sa blockchain en, eh bien, en adoptant un nouveau protocole. Voilà, enfin un autre protocole de validation des transactions. Voilà. Donc je vais pas rentrer plus en détail parce que déjà je ne suis pas un spécialiste technique sur les crypto-monnaies, enfin de la technologie des crypto-monnaies. Je me focalise plutôt sur le fondamental et sur voilà, et sur l'analyse technique. Alors le XRP, excusez-moi, j'ai pris un peu de temps à expliquer tout cela, mais donc le XRP, on va voir ça tout de suite. Voilà, XRP, on a un support aux alentours des 1$, une forte résistance à 1,14, pardon, 1,15. Donc voilà, XRP qui a du mal à décoller. Ce n'est pas forcément technologique parce que technologiquement on a une blockchain qui est très efficace, hein, qui est très très fluide. Hein, XRP USD qui est l'une des blockchains avec la scalabilité la plus importante. Donc enfin, juste en termes de transactions par seconde, c'est celle qui est la plus prometteuse. Maintenant, on a quand même des inquiétudes qui persistent, comme vous le savez, sur le plan managérial de la crypto-monnaie. 2 tiers de la monnaie en circulation, enfin 2 tiers de la crypto-monnaie est détenue par son entreprise créatrice qui est Ripple. Voilà, donc forcément ça donne des inquiétudes sur comment dire la manière de pardon de diriger tout simplement de manager cette crypto-monnaie qui n'est pas du tout décentralisée, tout simplement. Parce que, bah, imaginez vous investissez dans une entreprise dont le plus gros actionnaire a 60%. En clair, vous investissez, mais votre droit de vote ne compte pour rien. Et même l'ensemble des droits de vote des autres partenaires n'ont pas de poids face à ce premier actionnaire qui a plus de la majorité. Donc en clair, il peut décider ce qu'il a envie. Donc c'est un peu le même problème pour Ripple. 60% des XRP sont détenus par Ripple. Donc forcément, ça pose un petit peu un problème d'éthique. Les crypto-monnaies qui veulent être décentralisées, hors de contrôle de toute institution, et bien là, on a complètement l'inverse de la définition même d'une crypto-monnaie. Donc c'est pour ça que le Ripple ne décolle pas, malgré sa technologie qui est plutôt, sur le plan technique, assez prometteuse. Voilà. Donc je dirais que on a un support aux alentours des 0,86 et une résistance à 1,40, à 1,14. Alors je ne sais pas si ce support va être cassé. Ouais, on a des bonnes annonces d'un point de vue fondamental, je dirais au niveau des partenariats de la société Ripple, mais sachez que la société Ripple et XRP n'est pas la même chose. C'est pas parce qu'on a un nouveau partenariat qui est fait par la société Ripple avec, par exemple, MoneyGram, que XRP va en profiter. Parce que généralement, enfin, même tous les partenariats qui sont faits par Ripple avec d'autres banques ou des services financiers, eh bien, c'est pour utiliser une technologie de la société Ripple qui n'est pas la blockchain XRP. C'est Xcurrent, enfin bref, des autres technologies développées par la fintech Ripple. Mais il faut bien comprendre que les partenariats n'utilisent pas la blockchain Ripple, la blockchain XRP, excusez-moi. Elle utilise d'autres technologies de Ripple.
Voilà, donc faut pas confondre Ripple et XRP. Pourrait-on voir le Litecoin de la part de Brigitte? Bien évidemment. Alors Litecoin, tac. Alors j'ai pas beaucoup d'historique étant donné que IG cote le Litecoin depuis début 2018, donc on va passer sur la plateforme. Litecoin, on peut voir qu'il a cassé cette oblique baissière, à l'inverse du Bitcoin et de l'Ethereum, hein. Ça c'est la même que le Bitcoin. Donc voilà, il l'a dépassé. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a eu tout d'abord des rumeurs sur un fork, hein, Litecoin Cash, qui se sont validés, hein. On a bien eu ce hard fork, Litecoin Cash me semble-t-il. Et, euh, et donc forcément, comme avant chaque hard fork, vous le savez qu'on a un afflux des cryptos parce que forcément on a des traders qui souhaitent avoir leur Litecoin Cash et donc des Litecoin Cash, de l'argent gratuit un petit peu, et donc ils achètent du Litecoin en amont. C'est pour ça qu'elle a fait une hausse du prix. Maintenant, on peut voir qu'on a une résistance aux alentours des 240 et un support à 200. J'estime que le 200, le seuil psychologique à $200 est suffisamment solide, donc il peut être acheté, je dirais sur du court moyen terme pour viser les 250 et même, pourquoi pas, des nouveaux records à $350. Voilà, sur du long terme, ça s'achète. Et on peut voir que on a un changement de tendance d'un point de vue technique. Le point bas, voilà, on a une tendance haussière. Des points bas de plus en plus hauts et des points hauts également. Alors, ça sera à surveiller. Mais donc, la première oscillation, et là, il faudra voir si on a bien un nouveau plus haut. Si on a un nouveau plus haut, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle tendance. Et le premier objectif, ça sera de revenir au précédent plus haut à $355. Donc voilà, le Litecoin est à surveiller, mais techniquement le momentum il est bien orienté à la hausse, on n'est pas en phase d'excès, donc ça élimine un petit peu le risque de retracement. Maintenant sur le plan fondamental, voilà, tout reste encore on est dans un timing où les crypto-monnaies sont très menacées par les régulateurs, par les pays. Voilà. Donc c'est également à surveiller pour le Litecoin. Alors, on peut continuer, donc on a fait le top 5 des cryptos, me semble-t-il. Alors si vous avez des cryptos sur lesquels vous voulez que je fasse une analyse technique, n'hésitez pas, je suis encore avec vous pour quelques minutes. Alors à savoir que Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, voilà, toutes ces cryptos, on les propose chez IG, hein, donc vous pouvez trader via IG hein, si vous êtes client. J'attends encore un petit peu. D'ailleurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez qu'il y a un article qui va sortir sur CDLI FX ici une trentaine de minutes pour résumer un petit peu tous les propos de ce qu'on a dit ici sur le Bitcoin et l'Ethereum. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ne vous inquiétez pas, le format écrit sera disponible d'ici une vingtaine de minutes sur le site DailyFX. Alors, j'ai une question. Le Litecoin promet aussi. Alors oui, en fait, Litecoin il est plutôt prometteur. On a un taux de transfert un peu plus élevé. Maintenant, ça reste quand même plutôt faible hein, pour vous donner un ordre d'idée. Il me semble que le Litecoin c'est, alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Ça doit être, alors Bitcoin c'est à peu près transactions par seconde en 2017. Le Litecoin ça doit être une cinquantaine, pardon, une possibilité de 50 transactions par seconde. Pardon, possibilité, je dis bien. Pour vous donner un ordre d'idée, Visa, c'est plus de 3000 transactions par seconde en 2016. Voilà. Donc, Litecoin, oui, c'est un peu plus prometteur actuellement sur le plan technique que le Bitcoin. Maintenant, elle n'a pas été autant utilisée, cette blockchain, que Bitcoin en décembre. Voilà, elle n'a pas la même popularité, donc disons que euh, Litecoin et Bitcoin ne jouent pas dans la même cour. Voilà. Mais sur le plan technique, oui, Litecoin est plutôt prometteur. Voilà. Tout comme le Bitcoin Cash également, hein, 8 mégabits, etc. J'ai envie de dire, les altcoins, la plupart des altcoins, ils ont des perspectives plutôt prometteuses. Maintenant, en fait, ça va évoluer selon les capacités aux développeurs et
à la communauté de chaque crypto-monnaie à adopter les nouvelles technologies parce que s'ils veulent s'imposer sur une échelle mondiale, il faudra une technologie bien meilleure, même si elle est déjà, même si la technologie c'est déjà une révolution, faudrait quelque chose de bien plus convaincant pour une utilisation planétaire. Alors je dis pas que ça va remplacer l'euro ou le dollar, mais déjà si vous pouvez faire des transactions sans avoir à être inquiet du montant des frais, parce que en décembre Bitcoin il y a eu un pic à 55 dollars, donc imaginez si vous payez un Bitcoin ou 0,001 Bitcoin, vous, vous auriez payé 55 dollars de transaction, de frais, pardon. Donc, c'est bien évidemment impossible pour une viabilité du Bitcoin. Voilà, donc, faut quand même une stabilité des prix. Une devise, c'est une stabilité et une confiance totale. Or, pour le moment, la volatilité n'apporte pas confiance, ainsi que les frais de transaction. Voilà, on a le risque, le facteur risque qui n'est pas qui est éliminé parce que c'est une blockchain, donc c'est techniquement impiratable. Mais maintenant, la volatilité des prix, étant donné que c'est un marché émergent, ne permet pas, une utilisation viable sur du long terme. Je dis bien pour le moment, à cet instant précis. Maintenant, dans un an, dans 5 ans, vous savez que tout peut changer. Moi, je compare un petit peu le marché des crypto-monnaies actuellement à ce qu'était Internet il y a de cela 25 ans. Voilà. Donc c'est encore tout neuf. Personne n'aurait imaginé il y a 25 ans que Internet allait devenir ceci, que tout le monde allait utiliser Internet et que tous les objets allaient utiliser Internet. Donc voilà, je pense qu'il faut rester un petit peu ouvert, pas trop sceptique, mais en même temps ne pas trop tomber dans l'euphorie sur ce marché. Voilà donc un petit peu mon état d'esprit des marchés de crypto-monnaies. J'espère que ça vous aura renseigné. Donc je vois qu'il n'y a plus de questions. J'ai essayé de combler, d'attendre des nouvelles questions en faisant ce discours. Donc écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on va mettre fin à ce point de marché. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour mon prochain webinaire spécial crypto-monnaie, même heure, même salle de trading. Et donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui le savent demain matin pour mon point de marché quotidien. Si vous avez des questions sur crypto-monnaie, bien évidemment, vous pouvez me les poser dans chaque webinaire quotidien le matin à 9h. Mais sinon, le spécial crypto-monnaie, c'est le lundi par moi-même et le jeudi par Yoav Nizar. Voilà. Encore une fois, merci pour votre attention. À demain matin pour ceux que je retrouverai pour mon webinaire quotidien. Sinon, à la semaine prochaine pour les autres. Alors, Pads qui me demande pourquoi vous avez changé d'horaire. Alors, on a changé d'horaire tout simplement parce qu'on est passé de 1 à 2 webinaires spécial crypto-monnaie. C'était une demande de la part de nos auditeurs. Et après, on s'est dit tout simplement que si on faisait lundi, mercredi, ça allait être un petit peu plus déséquilibré étant donné que les marchés de crypto-monnaie codent le week-end. Donc, on s'est dit le lundi, le jeudi, comme ça, c'est un peu équitable. On a 3 jours chacun de battement, d'espace entre chaque webinaire. Donc, on a, si on fait le lundi, mercredi, concrètement, celui de mercredi n'aura pas grand chose à rajouter par rapport à lundi et il y aura pas vraiment d'évolution. Donc c'est pas très pertinent de faire lundi, mercredi. Donc on a décidé de faire un le lundi et un autre le jeudi. Voilà. Bien écoutez, à la semaine prochaine pour ce prochain webinaire et sinon rendez-vous sur les réseaux sociaux.